Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur femininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, Android, YouTube ou Audible. Je suis très heureuse de recevoir une pionnière à l'inlassable, on pourrait dire même inclassable énergie. Depuis 2012, elle mobilise tout son temps libre, son énergie et son réseau pour sensibiliser les instances publiques de santé à ce remède si efficace et bon marché contre le paludisme qu'est la plante d'Artémisia. Prise en tisane, incroyablement, elle guérit à 98% et interrompt le cycle infernal de la transmission. Elle vient de publier un livre qui est l'incroyable aventure médicale que ce combat, elle dit d'une David en jupon contre le Goliath de la pharmacie et des organismes mondiaux, l'ignorance, le scepticisme, les interdictions et les réglementations. Ce livre s'appelle Artémisia, il est édité chez Actes Sud et elle est aujourd'hui en passe de prouver que le pouvoir des plantes est le plus fort pour vaincre cette maladie. Je suis très heureuse et honorée de recevoir Lucile Cornet-Vernet dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour Lucile. Bonjour. Alors, avec la tuberculose et le sida, c'est l'une des maladies, le paludisme, les plus mortifères. Et la moitié de l'humanité vit en zone impactée par ce fléau. Pour rappeler des chiffres, 200 à 500 millions de personnes sont infectées par an, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Bien sûr. C'est toute la ceinture subtropicale de la Terre en fait qui vit sous le joug de cette maladie, donc 3,5 milliards de personnes. Et cela provoque environ 250 millions de crises de paludisme par an. Sont surtout impactés l'Afrique et puis, mais bien entendu aussi les pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Et vous avez à peu près 500 000 enfants qui y succombent chaque année, et surtout des 0,5 ans en Afrique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens en fait ont des crises de paludisme souvent répétées dans des familles, c'est-à-dire une famille avec 4-5 enfants, quand la saison des pluies arrive, les enfants ils ont des crises de palu les uns après les autres, et ça impacte aussi très fortement leur pouvoir d'achat. Les médicaments, bien entendu, sont souvent donnés dans des institutions médicales, religieuses, etc. Mais beaucoup aussi sont en vente à des prix qui sont pour les personnes les plus défavorisées, sont très chers. Donc il y a un autre phénomène en Afrique qui est particulièrement terrifiant, c'est qu'il y a entre un médicament sur 4 et un médicament sur 2, ça dépend des pays, qui est en vente mais qui est falsifié. Donc c'est soit il y a rien, il y a pas de principe actif dedans, soit pas assez, soit carrément un produit dangereux pour la santé. Donc on arrive quand même à quelque chose d'assez terrible. D'ailleurs, tout le monde se bat contre ce fléau, l'OMS, la Fondation Gates, plein d'autres fondations. Oui. Enfin, ça fait vraiment partie des fléaux de l'humanité, tout à fait. Alors c'est vrai, quand on lit votre incroyable livre et épopée qui se lit vraiment comme un roman, moi j'ai commencé à le lire et puis j'ai pas pu le lâcher. Je disais à mon mari, vraiment il faut que tu lises, c'est passionnant. Je recommande vraiment à chacun de le lire et puis vraiment de le transmettre. Et ce qui m'a frappée, c'est de se dire, mais comment une plante aussi efficace a pu passer inaperçue jusque-là? Ça paraît incroyable. En fait, elle n'est pas du tout passée inaperçue. Elle est la base, un de ses principes actifs est la base des médicaments actuels contre le paludisme. Donc, tous les pharmaciens connaissent l'Artémisia annua, bien entendu,
toute l'Asie connaisse Qinghao, qui est cette plante originaire de Chine. Donc, non, du monde médical, elle est très connue. Mais passé inaperçue dans sa posologie, dans sa façon d'être effectivement consommée au quotidien pour soigner, c'est-à-dire sous forme de tisane, telle que vous la recommandez. Tout à fait. En fait, oui, c'est difficile en fait pour l'industrie pharmaceutique de recommander un médicament aussi simple qu'une tisane. Et ça n'est d'ailleurs pas leur rôle, entre guillemets. Ils doivent, comme toute entreprise, réussir à gagner de l'argent. Donc, c'est évidemment pas en promouvant une plante que chacun peut faire pousser dans son jardin qu'ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est vrai que on est dans un système planétaire, j'allais dire, ultra complexe, où l'argent, bien entendu, est roi, et le seul maître mot des entreprises et du monde, même politique, etc. Donc, cette solution hyper simple, qui est de prendre cette fameuse plante, non pas en extrayant un principe actif, mais en la mettant dans de l'eau bouillante et en la buvant en tisane, c'est vrai que cette solution n'a effleuré, j'allais dire, personne, puisqu'elle ne rapporte à personne, à part, bien entendu, aux gens. Bien sûr. Alors aujourd'hui, quels sont les résultats justement? Parce que vous avez tout ce parcours, et puis peut-être on va revenir quand même sur le parcours. Ça me semble intéressant de revenir sur comment est-ce que effectivement c'est venu à vos oreilles, cette histoire d'Artemisia. Puis après, il y a toute une épopée qui a suivi. Oui, c'est assez étonnant. La vie nous envoie parfois des cadeaux, et à nous de les ouvrir ou de les laisser par terre. Donc le cadeau, ça a été le témoignage d'Alexandre et Sonia Poussin chez nous, en vacances, et nous avons parlé un petit-déj tout banal d'un petit morceau de leur périple, aussi totalement extraordinaire, du sud au nord de l'Afrique. Ils ont marché pendant 3 ans, et bien entendu, ils ne pouvaient pas se prémunir contre le paludisme pendant 3 ans. Ils ont remonté l'est de l'Afrique, et en Éthiopie, ils ont eu le paludisme, un neuropalu même, et assez grave donc, et ils ont été hébergés un peu en perdition même, dans un petit dispensaire américain de sœurs américaines qui n'avaient qu'une seule dose de quinine, qu'ils l'ont donnée à Sonia, et Alexandre a bien voulu prendre une tisane de plantes, et c'était une tisane d'Artemisia, et quelle fut son immense surprise qu'au bout de 48 heures il était guéri, et vraiment plus de symptômes, plus de fièvre, etc. Oui, c'était assez spectaculaire. Oui, mais dans toutes les études cliniques, c'est spectaculaire en fait. On a tout à fait cette durée de 36 à 48 heures où les gens n'ont plus de fièvre. Et donc c'est sûr que ça m'a intriguée. J'avais lu son livre, j'étais passée, c'est vrai, un petit peu rapidement sur cet épisode-là. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. Une tisane qui peut guérir une maladie qui est la plus grande pandémie mondiale. C'était un peu surnaturel en fait, cette histoire. Et je me suis dit, mais il faut aller regarder. Et donc, je me suis mis à regarder sur Internet. J'ai compris un petit peu qu'elle était très connue, qu'on en faisait des médicaments, etc. Enfin, après, j'ai tiré en fait le fil d'une bobine, qui est une énorme bobine. Mais ben voilà, on prend le premier petit bout de fil qui sort et puis on tire dessus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors justement, avant l'émission, je vous demandais est-ce qu'il faut que je vous appelle docteur ou pas. Et on se disait en off que finalement, et on va le dire parce que je trouve que c'est vraiment intéressant aussi dans votre histoire, que vous me disiez que vous avez eu cette liberté finalement de considérer ce qu'il vous avait dit de manière totalement ouverte. Alors, vous pouvez me repartager peut-être ça, c'était intéressant. Bien sûr. Alors en fait, je suis orthodontiste, donc je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même droit à la prescription. Et pas tout, bien sûr, mais une grosse partie des médicaments actuels. Donc, on a quand même fait la pharmacologie. Donc, les médicaments, les maladies, etc. Ce n'est pas du tout quelque chose d'étranger pour moi. La deuxième chose, c'est comme j'étais que orthodontiste et non pas médecin, j'ai pas été jusqu'au bout, bien sûr, des études purement médicales. Et je me suis spécialisée en orthodontie, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le palu, bien entendu. Mais ça m'a donné la liberté d'oser croire ce que me disait Alexandre, c'est-à-dire je suis un peu moins formatée que les médecins, dans ma tête en tout cas, que certains médecins en tout cas, et je me suis dit, c'est possible
que cette tisane ait soigné Alexandre. C'est possible que ce soit pas une autre maladie qui l'ait atteint et qui l'ait guéri tout seul. Regardons et avançons. En fait, c'est ça qui, je pense, a été salvateur dans cette histoire que je sois orthodontiste et pas médecin. Oui. Alors c'est vrai qu'on voit que dans tout votre parcours, dans ce parcours depuis 2012, il y a eu un certain nombre de péripéties et de rebondissements. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est sûr. on pourrait dire, de cadeaux de l'univers ou ce en quoi on croit, et puis de synchronicité incroyable. Et il y a aussi des études cliniques qui ont été mises en route dans un certain nombre de pays d'Afrique. Quels ont été les résultats aujourd'hui de ces études ? D'accord. Donc ces études, en fait, ont été faites en RDC, dans une zone extrêmement impaludée qui est à l'est, et par un médecin-chercheur assez extraordinaire qui s'appelle le docteur Jérôme Munyangui. Et bien écoutez, beaucoup d'autres petites études avaient été faites avant, mais il manquait vraiment une étude clinique aux normes internationales. Et nous, notre association qu'on a fini donc par créer avec Alexandre Poussin, on a décidé en fait de chercher des fonds pour pouvoir faire ces études cliniques, parce qu'on ne voyait pas qui allait les faire en fait. Oui. L'OMS ne fait pas d'études, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui font des études. Donc on s'est dit bon bah nous on les fait, et puis et comme vous le disiez, la synchronicité dans cette aventure est hallucinante. Nous avons toujours eu les bonnes personnes qui sont arrivées au bon moment. C'était incroyable. Et quand on commençait à imaginer qu'il fallait qu'on fasse des études, est arrivé le docteur Munyangui donc à Paris, et petit à petit j'ai compris qu'il était capable de ce qu'on appelle l'investigateur de cette étude, donc le responsable de ces études. J'ai dit ces études parce qu'on en a fait 5 et une 6e ailleurs. Et elles sont juste en train de sortir les unes après les autres. La première que nous avons faite sur le palu et puis sur une autre maladie qui était une co-infection qui s'appelle la bilharziose, eh bien je suis très heureuse parce qu'en fait la parution de la première étude sur la bilharziose est sortie donc aujourd'hui. Ah, donc très bien. dans un beau journal qui est le journal qui s'appelle Phytomédecine, et qui est un journal revu par les pairs, et voilà, qui est un journal international. Et donc voilà, ça a été très très long pour publier. Oui. Parce que là, ça fait quand même presque 3 ans que l'étude s'est terminée. Mais voilà, il paraît que c'est pas si long que ça. Mais moi, j'ai trouvé ça le temps très long. Alors c'est bien parce que ça valide effectivement toutes ces années de recherche et de travail. Et puis d'une certaine manière, peut-être ça vous protège aussi ? Alors, j'ai jamais pensé j'ai jamais pensé à moi dans cette histoire. J'ai toujours pensé vous et puis l'association, toutes les personnes qui travaillent autour en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que ça valide en fait scientifiquement. Il y a beaucoup de scientifiques avec nous, même des profs tout à fait réputés dans pas mal de pays, et qui sont vraiment partenaires de ce que nous faisons, et qui sont heureux même de pouvoir nous aider et pouvoir co-publier ces études. Et je les en remercie infiniment. Et tout le monde a une sorte de joie au cœur en fait à travailler pour pour sauver une partie des... C'est pas pour sauver l'humanité, on n'en est pas là, mais c'est pour... quand même, on parle quand même de des millions de personnes. De millions de personnes, il faut quand même le rappeler. C'est pour donner sa pierre, c'est pour participer en tout cas à quelque chose de bon et quelque chose de bien, et de rendre accessible en fait cette plante avec la bonne posologie, que ce soit les bonnes plantes, etc., avec des recherches agronomiques claires, tout ça, on essaie de faire les choses au mieux pour que ça soit, qu'il y ait le moins de problèmes possibles. Et et on est très, 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 très aidés dans cela, vraiment. Et encore une fois, j'ai toujours les bonnes personnes qui arrivent au bon moment. Oui, est-ce que ce serait un petit clin d'œil, un petit clin d'yeux en fonction de ce en quoi on croit, mais du moment où on est dans l'hyper-technologie, dans l'hyper-médicament, et que finalement, il y a ce remède, j'allais dire tout simple, qui vient vraiment de la terre et du vivant, et qui se présente pour régler une pandémie quand même. Effectivement, on parle de millions de personnes infectées, et très grave. C'est vrai que c'est un retour, un retour du ciel sur la terre, dans le sens où c'est après avoir cherché autant de temps, pendant 40 ans, des médicaments pour cette maladie, de se dire que finalement une simple tisane pourrait éradiquer, c'est incroyable. Oui, ça paraît fou. Ça paraît fou, ouais. On a toujours du mal, même moi encore, de me dire est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on est en train de faire. Mais après, quand on étudie cette plante, dans ses détails, dans ses concentrations de molécules, etc., elle est incroyable en fait.
Elle est profondément incroyable. Il y a vraiment, il y a 200 molécules. Elle a au moins 20 molécules antiparasitaires, donc antimalariennes. C'est incroyable, en fait, la synergie de toutes ces molécules. On a la chance, on a le professeur Ludgen avec nous, qui est un grand chimiste et qui s'amuse depuis 10 ans à essayer de comprendre comment elle fonctionne et qui n'y arrive toujours pas. Mais avec beaucoup de pistes, bien entendu, qui s'ouvrent devant nous. Et il y a vraiment de la recherche, mais qui est de la recherche pour des dizaines et des dizaines d'années, en fait. Et là, voilà, il faut un petit peu... Sur cette plante et peut-être d'autres d'ailleurs aussi. Bah forcément, enfin, je veux dire, c'est évident. 70% quand même des médicaments sortent des plantes. Hein. Oui, faut pas qu'on oublie ça. Hein, parce que... Alors, on a toujours l'habitude de prendre le principe actif, mais en fait, dans des plantes, parfois, il y a d'autres molécules qui sont là et qui aident, par exemple, à l'absorption intestinale de la plante, ou qui ouvrent la porte ou la fenêtre de certaines cellules à l'intérieur de notre corps pour que tel principe puisse... Enfin, il y a quand même une synergie parfois, nous, on le voit en tout cas dans l'artémisia, il y a une synergie des molécules qui est quand même incroyable et on ne pourra jamais le faire avec un médicament. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que voilà, un médicament, on met 1, 2, 3 principes actifs dedans, et quand on en met 3, déjà, c'est super cher et compliqué pour faire les études, etc. Alors que là, la nature nous a donné, c'est pour ça que je dis que ça vient du ciel, parce que elle nous a donné vraiment une plante qui a plein de principes actifs, qui a pas de toxicité, qui n'a pas d'effet secondaire, alors que tous les médicaments antipalus en ont. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Oui, ça paraît miraculeux, on va dire. Voilà. Pour aller jusque-là. C'est vrai que cette plante et son effet justement antiparasitaire, on pourrait imaginer que sur d'autres parasites, en fait, elle fonctionne. D'ailleurs, vous citez la bilharziose. D'autres parasites. On pourrait l'imaginer la prendre de manière préventive, par exemple. Je pense à la maladie de Lyme chez nous, qui sommes moins concernés, par exemple, par le palu. Alors, la maladie de Lyme, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, c'est pas uniquement la parasite, c'est plutôt des bactéries. Donc, au niveau préventif, en tout cas, oui, il y a des études préventives. On en a même fait une, mais il y en a eu d'autres qui ont été publiées sur l'artémisia en préventif contre le palu. Tout est une question de dosage, en fait. Et là, on est très, très différents. Les personnes qui vivent en zone impaludée et les personnes qui ne vivent pas dans les zones impaludées. Les personnes qui vivent en zone impaludée, elles ont leur système immunitaire qui s'est habitué aux parasites et qui a développé une immunité contre. Alors que nous, quand nous allons dans un pays impaludé et que nous ne sommes pas impaludés nous-mêmes, nous n'avons aucune immunité. Et donc, en fait, même entre nous, nous ne pouvons pas avoir les mêmes doses d'artémisia en préventif. Donc là, il y a des études à faire. Oui, d'accord. Là, il y a beaucoup d'études à faire pour être bien clair sur les doses. Bon, voilà. Après, on peut faire simple. Hein. Quand on part, on peut avoir juste le traitement curatif et on va pas en mourir de toute façon et on sera prémuni aussi. Mais par contre, c'est vrai que dans les pays impaludés, ils n'ont pas besoin de prendre très souvent ni beaucoup. Enfin, je veux dire, par exemple, nous, les études qui ont été faites, c'est quelques fois par semaine, un bol de tisane, c'est quand même pas beaucoup. Et bien, et les enfants passaient la saison des pluies sans avoir de crise de paludisme. Donc, c'est quand même déjà assez extraordinaire. Alors justement, puisqu'on parle précisément de la posologie, ce serait peut-être bien de la rappeler, puisque dans votre livre, il y a un cas où justement des personnes n'ont pas bien suivi la posologie et du coup, il n'y a pas d'effet. Effectivement, si on ne suit pas la règle, ça fonctionne moins bien. Et donc, si ce podcast circule, et je l'espère, que vraiment on puisse savoir précisément... Parfait. Alors, donc il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Nous, on en a fait une norme internationale qui va sortir incessamment sous peu, mais vraiment une posologie qui marche très bien en zone donc impaludée pour les personnes qui vivent là-bas, c'est de prendre quand ils ont un paludisme qui a été diagnostiqué médicalement, et c'est pas juste une fièvre, c'est un vrai palu, eh bien, ils prennent 1 litre de tisane par jour pendant 7 jours. Et cette tisane, elle a été fabriquée avec 5 grammes de tiges et feuilles, donc il faut bien les tiges et les feuilles d'artémisia sèches, et 5 grammes, ça correspond à peu près à une poignée. Une poignée qui est mise dans de l'eau qui bout à 100 degrés, et on peut la laisser bouillir 30 secondes, c'est pas très grave, et on arrête le feu, on sort la casserole du feu, on met un couvercle dessus et on attend pendant 15 minutes. Ce qu'on appelle une décoction en fait. Alors, c'est une infusion la décoction, on va laisser très longtemps. Un peu plus longtemps. Voilà. Nous, c'est vraiment une bonne infusion, mais une infusion à 100 degrés, pas une infusion à 70 comme du thé, etc. Comme du thé vert ou autre. Exact. C'est vraiment 100 degrés. Et ensuite, vous allez la filtrer et ce litre que vous avez,
vous allez pouvoir le boire ou le faire boire à la personne malade tout le long de la journée, donc en 3 ou 4 prises. Et ça, vraiment, vous répétez ça 7 fois, 7 jours consécutifs. Et voilà. Et donc, les études vraiment montrent qu'il y a plus de parasites dans le sang à 48 heures après la prise de cette tisane, et plus d'un autre petit parasite, j'allais dire une gamète, en fait, un gamétocyte, vous en avez plus après non plus. Donc c'est vraiment une plante, une tisane qui est extrêmement efficace, puisque de toutes les études, on a un pourcentage de guérison entre 95 et 100%. Voilà, nous, on est à peu près là-dedans aussi. Donc c'est vraiment tout à fait, Oui. c'est tout à fait valable en fait. L'OMS demande aussi d'ailleurs que les médicaments anti-palu marchent au-dessus de 95%. Donc on y est complètement. Et ce que vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre et qu'il faut, je pense, ressouligner ici, c'est de dire qu'effectivement, quand le parasite a disparu, que la personne se refait piquer par un moustique, elle recontracte le paludisme. Oui. Tout à fait normalement. Voilà, il y a une certaine logique en fait dans tout ça. Donc après, ils ont juste besoin de reprendre de la tisane pendant 7 jours. Non, mais ce que vous dites, c'était pas là où je voulais en venir. Excusez-moi, c'est que le moustique n'est plus porteur. Ah, pardon. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Que vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre et qui me semble important. Oui, c'est vrai que à contrario des médicaments actuels contre le paludisme où il reste toujours un petit fond, j'allais dire, dans certaines personnes de parasites, nous, on a ce qu'on a découvert, et c'était une grande surprise, on ne pensait pas ça du tout. En fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient été soignées avec la tisane n'avaient plus ce petit fond de parasitisme, entre guillemets, de parasites dans leur sang. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que cette personne, si elle est piquée juste après avoir pris cette tisane, eh bien, elle ne sera plus porteuse. Porteuse. Donc, elle ne va pas infecter le moustique, qui lui-même n'infectera pas la personne qui dort à côté d'elle. Donc, c'est un immense espoir. Et ça a été bien quantifié dans une petite étude c'est pas nous, mais qui a été faite cette année dans la zone de santé de Calima, là où on a fait toutes les études, palu. Eh bien, il y a vraiment une chute drastique en fait du paludisme dans cette zone de santé. Son incidence est divisée par 3 et ça a duré sur 2 ans et demi, parce que les populations en fait avaient des semences et puis ont cultivé, etc. Et alors c'est remonté un tout petit peu en 2018 parce que les semences avaient pourri, enfin ils n'avaient pas bien fait attention de bien garder des semences, donc moins de population a pu prendre de la tisane. Mais c'est assez spectaculaire quand même. Oui, parce que ça rompt complètement un cycle en fait. Exactement. Et on peut avoir vraiment des zones. Là, j'ai entendu parler là d'un village au Bénin où ils sont tous mis à en cultiver, etc. Et c'est une zone maintenant qui est sans palu. Oui, tout à fait. Alors justement, il y a des maisons de l'artémisia qui poussent un peu partout. Exactement. Comme cette belle plante. Ça pousse. Et alors justement, racontez-nous un peu cette histoire. Oui. Alors, pas mal de personnes nous disent, mais pourquoi on ne sait pas ça pourquoi on ne connaît pas ça depuis longtemps, et pourquoi il n'y en a pas partout déjà? Si c'était si efficace, il y en aurait déjà partout. Alors, je réponds souvent à cette question. C'est efficace et si simple. Oui, exactement. Je réponds souvent à cette question. 1, les graines sont minuscules, c'est carrément de la poussière. Donc, c'est très difficile de se donner de main en main des graines qui vont tomber de votre main. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Artemisia annua vient de Chine et elle est faite pour des hauts plateaux chinois. Et donc, elle pousse très, très bien à nos latitudes françaises, par exemple, mais extrêmement mal en Afrique. Donc, il a fallu qu'on adapte. Et là, je rends grâce au professeur Guy Merget de Jean Blou, qui a travaillé énormément sur les semences pour les adapter en pays subtropical. Oui. Et donc, nous avons pu avoir des semences vraiment qui est des semences paysannes, donc qui puissent être germinatives à chaque fois et puissent être données aux personnes les unes aux autres et transmises en tout cas, et non pas un OGM qui s'arrête ou un hybride F1. Oui. Mais en fait, cette plante est difficile en fait à cultiver. Donc non seulement les graines ne marchaient pas très bien, celles de Chine ne marchaient pas, en plus les graines sont minuscules et puis troisièmement, elle est assez difficile à cultiver. Donc
très rapidement, on a eu des super échecs en fait en donnant des graines les uns aux uns et aux autres. Ça a très mal fonctionné. Et c'est là où on a décidé tous ensemble, le conseil d'administration, on s'est dit allez, on est obligé de faire des petits lieux de formation. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né en fait ces maisons de l'Artémisia. C'est aussi des pôles de compétences. Donc il y a aussi des médecins, des pharmaciens, des agronomes, parfois même des universitaires. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il y a tout un écosystème local qui revit ou qui se met en place. C'est très très beau à voir ça. C'est assez incroyable. Donc en fait, ça fait un immense tissu en fait artémisiesque, on dit. Très bien. Voilà, un immense tissu en fait, un immense réseau. Enfin, je dis immense parce que là maintenant c'est des milliers de personnes. C'est un immense réseau de gens, voilà, qui ont testé, qui y croient, qui veulent rentrer dans l'histoire. La plupart des gens d'ailleurs sont des bénévoles. Il y a quelques salariés de notre association là-dedans, dont les responsables bien entendu pendant quelques temps. Après ça vole de ses propres ailes en fait. C'est en 1 an et demi, 2 ans en fait, les maisons de l'Artémisia sont autonomes parce qu'elles produisent, elles vendent. On a eu les autorisations de vente dans tous les pays où on a demandé. On a eu les autorisations de vente. Donc il y a qu'en France en France, Belgique où c'est vraiment interdit de vente, mais voilà, dans quasiment tous les pays ça l'est. Donc on n'a jamais eu de soucis avec ça. Interdit de vente et de culture et de vente. Alors de culture non, je crois qu'on a tout à fait le droit de cultiver l'Artémisia dans son jardin, mais elle est pas dans la liste des plantes autorisées en fait. Donc si on veut aujourd'hui partir par exemple en Afrique dans une zone impaludée, il faut se la procurer ailleurs. Alors oui, tout à fait. D'accord. Et voilà, et avec une posologie curative, et pas la posologie préventive africaine. Ouais. Ça c'est très important. Ça c'est très important. On le rappelle. Voilà. Et bien continuer une semaine en revenant, comme tous les médicaments antipaludéens. Oui. Mais au niveau des maisons de l'Artémisia, donc en fait, voilà, c'est dans les pays en fait les gens. J'essaie de faire se rencontrer en fait des personnes qui m'ont contacté ou des personnes qui ont contacté des amis, et il y a une sorte de petit tissu en fait autour de l'Artémisia, de pôles de compétences qui se met en route, des essais de culture, etc., etc. Enfin, ça dépend. Et puis à un moment, j'y vais avec des amis, on y va ensemble, et puis on crée vraiment une maison d'Artémisia, et on a une charte en fait de bonnes pratiques, une charte éthique qui nous relie tous, qui est assez forte au niveau de ses principes et des valeurs qu'elle porte, et voilà. Et donc on est vraiment tous réunis, on est tous ensemble réunis autour de ces chartes et de cette charte, et on travaille ensemble. Voilà, donc c'est très horizontal comme manière de travailler. On est grâce aux réseaux sociaux. Tout est en réseau. Voilà, tout est en réseau. Enfin bref, et puis moi j'ai pas un temps infini, donc voilà, il fallait que ça soit de multiplier tout de suite en fait, et que je sois responsable de rien ou presque, mais simplement à donner les bonnes informations, à faire les études qui manquent, etc. Donc à donner de la substance en fait, des documents, etc. Donc c'est ça que nous produisons, mais que eux aussi produisent. Dans plein de pays, il y a des très très bonnes idées qui nous sont données. Et ce qui est assez extraordinaire maintenant avec la puissance en fait de ces réseaux sociaux et de ces nouvelles modes de communication, c'est que une bonne idée qui est trouvée à un bout de l'Afrique, elle est en 1 seconde absolument partout. Et c'est vraiment un pouvoir que nous avons, citoyens du monde d'aujourd'hui, c'est de pouvoir se rencontrer par ces réseaux sans se voir, et même il y a des amitiés très profondes qui se lient entre chacun, de pays différents, de religions différentes, etc. Mais avec cette même quête, ambition, ce même but qui est d'être au service. Exactement, d'être au service d'une cause, et de cette cause qui est magnifique, vraiment. Et donc voilà, donc il y a un côté en fait extrêmement joyeux dans notre. Oui, c'est très contagieux d'ailleurs. C'est surréaliste. Non mais moi il y a vraiment on est heureux en fait, on est heureux de se donner, on est heureux de faire quelque chose tous ensemble qui a du sens et qui amène du bon et du bien sur la terre. Et voilà, l'argent bien entendu doit circuler et doit être juste, mais même on fait très attention que les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, que tout le monde soit payé à hauteur de ce qu'ils ont fait comme travail. C'est pas finalement le distributeur qui rafle les 90% de la valeur ajoutée. Donc même ce partage, il est important aussi dans
dans notre organisation. Donc voilà, donc c'est très mouvant aussi. Il y a des gens qui se lèvent et disent ouais, je veux faire ci, je veux faire ça, pourquoi pas. Et puis hop, il y a quelqu'un qui prend à l'autre bout de l'Afrique. Il y a bah oui, mais tu peux faire ça aussi. Enfin, c'est hyper, c'est très vivant en fait. Oui, C'est très très vivant. Ça touche à tellement d'écosystèmes. Oui. Que tout à fait. Finalement, c'est de manière organique. C'est organique, c'est exactement le terme. C'est incroyable. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Parce que en ces temps, effectivement, de forces qui essayent aussi de breveter le vivant, où on parle vraiment de cette mainmise sur le vivant. Moi, j'avais un grand-père qui était pharmacien. Je me souviens qu'il préparait ses remèdes dans sa pharmacie. Il connaissait extrêmement bien les plantes, effectivement. Et en même temps, est-ce qu'on a un autre exemple d'une propagation comme ça, d'une plante ou d'un organisme vivant qui se... Sûrement. Moi, je pense... Alors, aussi vite, peut-être pas, parce que là, c'est vraiment grâce aux nouvelles technologies que ça peut aller aussi rapidement. Mais c'est drôle que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, je me suis endormie hier soir en me disant, et finalement, ça devait être comme ça pour la tomate, par exemple, qui est arrivée d'un bout du monde pour un autre bout du monde. Propagation de main en main, de personne à personne, de bouche à oreille. Et voilà, c'est vraiment les êtres humains qui prennent cette histoire. Ça casse beaucoup, en fait, le système très pyramidal, où le médicament vient d'en haut, vient du nord pour le sud, etc., etc. Là, ce qui est assez beau, en fait, dans cette histoire, c'est que ça redonne aussi la dignité à toutes ces personnes qui prennent en charge, en fait, leur santé, c'est assez extraordinaire. Moi, je vois tous ces tradipraticiens qui vont cultiver, ou ces responsables d'hôpitaux qui cultivent ces artémisias au sein de leur hôpital, et puis ça redonne vraiment beaucoup de dignité à toutes ces personnes qui avaient tellement l'habitude de tendre la main pour que le médoc il arrive direct dans le fond de la main. Donc on peut même parler de souveraineté. Exactement, et d'autonomie. Oui. Ouais, et je pense que l'être humain a besoin d'être autonome. On a besoin de se sentir une personne humaine à part entière, debout et capable de gérer sa vie et son devenir. Pour moi, c'est fondamental, en fait. Et en même temps, cette scène et lumineuse propagation prend tout le monde de court, parce que finalement, c'est tellement rapide que pour une force d'opposition qui chercherait à maîtriser tout ça, là, c'est pratiquement fini, quoi. Ça y est, ça s'est quand même diffusé. Les gens ont pris en main, se sont autonomisés. Oui, là, honnêtement, le point de non-retour, il est vraiment passé. Il est dépassé. Il y a des semences, des bonnes semences, absolument, quasiment dans tous les pays d'Afrique. Donc, c'est à la portée vraiment de tous. Ouais, en tout cas, nous, vraiment, on a essayé au maximum, et c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'au moins dans les maisons de l'Artémisia et puis dans d'autres centres, ça soit des personnes, en fait, qui portent cette éthique du bien commun, en fait, et du partage, et qui c'est eux c'est ça, ces personnes-là qui aient les bonnes semences. Et parce qu'en fait, il y en a pas énormément de semences non plus, mais on a vraiment pris soin, en fait. C'est pour ça que cette charte est si importante. On a vraiment pris soin de choisir les responsables des maisons de l'Artémisia, parce que on avait tous cette éthique, ce besoin, cette envie commune, en fait, de faire cette aventure, ensemble. Quels sont les enjeux là pour les temps à venir, que ce soit du court terme ou du vision à plus long terme, et puis d'un point de vue plus systémique? Ça touche finalement un sujet tellement plus vaste, en nous montrant que ça c'est possible. Ça donne une folle espérance sur tout un tas de choses finalement aussi. Alors oui, je ne sais pas s'il y a une artémisia pour toutes les maladies, mais ce que je dirais, c'est que moi, ce qui me porte, en fait, dans cette histoire, c'est d'aider à la levée des citoyens, des personnes. Voilà, on n'est pas écrasé, en fait, par cette fin du monde programmée, mais voilà, on est capable de se mettre ensemble pour... si jamais on arrive à ensemble éradiquer le palu, c'est extraordinaire. Et de l'argent qui est déversé en milliards sur l'Afrique pour cette maladie, par exemple, pourrait tout à fait être déversé sur autre chose. Et en particulier le réchauffement essayer d'endiguer le réchauffement planétaire. Mais par exemple. Mais c'est vrai que je crois que on a vraiment à cœur, en tout cas, de simplifier notre monde, qui est d'une complexité affolante, qui oublie l'être humain
au profit de l'argent. Et c'est vraiment ça qui, je pense, qui peut être un peu emblématique dans notre histoire. C'est-à-dire qu'on redonne le pouvoir au peuple, aux gens, aux petites gens, j'allais dire, à la petits agriculteurs, etc., etc. Et voilà, ils deviennent pleinement acteurs de leur vie, dans leur santé. Mais après, ça peut être en effet sur beaucoup d'autres choses et sur, par exemple, des panneaux solaires. Bon, alors c'est vrai que la graine, c'est vivant, c'est simple, etc. Mais voilà, c'est cette propagation, en fait, de la souveraineté des personnes sur leur vie et de pas toujours attendre du haut que ça tombe tout cuit dans la bouche ou dans la main. Et pour l'association aujourd'hui, les enjeux quels sont un peu les projets? Bon, continuer à développer les maisons de l'Artémisia. Tout à fait. Donc là, on part en Asie. Donc là, on est déjà presque dans tous les pays asiatiques. Donc là, maintenant, il faut aider toutes ces maisons de l'Artémisia. Il y a quelques pays d'Afrique encore, plutôt anglophones, parce que comme je suis francophone, c'est plus facile pour moi d'aller dans un pays francophone. Mais donc, il y a des pays vraiment anglophones là, qui nous ont demandé et qui commencent aussi. Donc ça, c'est chouette. Et puis là, maintenant, vraiment, notre enjeu de l'année, j'allais dire, c'est vraiment d'aller interpeller les pouvoirs publics en disant maintenant, levez les interdictions sur cette plante, et en France et dans d'autres pays, et puis faites d'autres études si vous avez besoin pour vraiment prendre cette thérapeutique et qu'elle devienne la thérapeutique contre le paludisme tout à fait simple en fait. Bien sûr, la position de l'OMS aujourd'hui. La position de l'OMS, ils nous disent on n'a rien contre cette plante, mais faites-nous des études. Donc voilà, donc les études vont sortir. J'aimerais que d'autres personnes en fassent parce que nous, on peut nous dire voilà, vous êtes jugé parti, elle vaut rien, etc. Mais enfin, tous les labos pharmaceutiques font des études sur leurs propres médicaments et on leur dit pas vous êtes jugé parti. Enfin, on commence à leur dire, mais c'est quand même un principe assez simple. Et donc voilà, j'aimerais qu'il y ait d'autres qui pourraient faire par exemple une étude là comme ça sur le gouvernement. Enfin, après on a des institutions de recherche en France par exemple, en Europe, dans plein de pays qui peuvent tout à fait mettre quelques millions d'euros pour faire une étude clinique. Ça coûte très cher une étude clinique, c'est 1 million d'euros. Donc c'est vraiment face à l'enjeu l'enjeu de l'histoire, c'est pas grand-chose quand même. Et surtout face aux milliards qui sont déjà déversés. Déjà, c'est vraiment une goutte d'eau dans tous ces milliards. Donc ça, déjà, ça serait hyper simple. Et puis, il y a des petits détails aussi pour les femmes enceintes, pour les bébés, comment faire pour qu'ils avalent de la tisane. Donc, on a d'autres... Voilà, on a déjà des pharmaciens avec nous et tout qui ont déjà imaginé plein de choses. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Donc oui, j'espère véritablement que les pouvoirs publics vont pouvoir regarder cette solution non pas d'un œil un peu de biais, mais de se dire mais c'est si une solution simple arrive, pourquoi lui dire non? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est vraiment la base de cette histoire. Oui, puis on a l'impression qu'on marche sur la tête à l'inverse. Exactement. Alors vous, à titre individuel, c'est vrai que, alors je sais bien que vous êtes un collectif, qu'il y a une association, qu'il y a des milliers de personnes maintenant qui travaillent, mais quand même vous êtes le porte-voix et puis vraiment la fondatrice. La fondatrice, aujourd'hui. Voilà. Et puis vous êtes une femme aussi, dans des milieux qui sont quand même aussi encore beaucoup trustés, on va dire, par le patriarcat et par tous ces conditionnements. Peut-être pas trop en médecine en fait. Nous, on a de la chance, il y a beaucoup de femmes. En médecine, il y a beaucoup de femmes. En Afrique, je travaille beaucoup avec les femmes aussi, parce qu'elles tiennent beaucoup, beaucoup, mais aussi avec des hommes formidables. En fait, je suis pas très... Vous n'avez pas ressenti qu'en tant que femme, c'était plus compliqué? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Non, pas du tout. Non, ça c'est bien. Alors, et donc sur la partie justement individuelle, le fait d'être vraiment aux avant-postes de ce sujet, est-ce que c'est compliqué? Ça vous semble vertigineux? On le sent dans le livre par moment, il y a ces grands questionnements. Ouh là là, que ça me dépasse. C'est clair que de temps en temps, quand on regarde en bas, quand on regarde en haut et quand on regarde en bas, c'est vertigineux des deux côtés, mais on est bien accroché sur la paroi. On est bien encordé, on est un certain nombre quand même maintenant, et il y a de plus en plus de personnes. Donc je trouve que les pitons sont bien accrochés et qu'on gravit notre montagne. Donc à titre individuel, c'est incroyable cette aventure, bien entendu. Ça me fait un peu marcher sur les os de temps en temps, parce que je pensais pas être capable de parler à la radio, de parler à la télévision, d'écrire un livre, d'aller en Afrique tous les 2 mois. Ça, c'est sûr que j'avais pas du tout imaginé
ne serait-ce qu'un seul instant que ça allait être ma vie, puisque j'étais orthodontiste à Paris dans le 17e avec 3 enfants. Et vous l'êtes toujours ? Bien sûr. Et je travaille 3 jours par semaine, hein, donc mon métier normal. Et puis après, à côté, je fais tout le reste. Et donc c'est vrai que personnellement, c'est une aventure... Voilà, c'est une mission de vie. C'est une mission de vie, mais ça récapitule aussi tout ce que je suis, c'est-à-dire j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel, ancré dans des valeurs hyper profondes, chrétiennes, ça c'est clair, mais Oui. c'est des valeurs universelles, hein, d'amour de les autres, de fraternité, de vérité, etc. Il y a une petite chose quand même qui m'est assez particulière, c'est que je suis allergique à l'injustice. Je suis profondément, je suis bouleversée par l'injustice. Donc ça a été pas mal mon moteur en fait au départ. Je me dis mais c'est injuste quoi. Oui. Cette plante marche et personne ne le sait, c'est injuste. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, exactement. Donc ça a été très voilà. Donc oui, ça m'aide à me dépasser, à dépasser mes limites que j'aurais imaginées et puis à faire des nouvelles choses. Moi ça me va très bien. Vous aviez toujours senti au fond de vous-même qu'un jour il y avait quelque chose d'incroyable qui vous arriverait. Ouais. Tout à fait. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes bien soutenu. Vous êtes venu avec votre époux pour l'interview. Vous parlez de vos enfants aussi. Toute la famille a été embarquée dans l'histoire. Alors là, vraiment. La famille, les parents, les grands-parents, tout le monde travaille avec nous, nous aide. Artemisia. Exactement. On boit tranquillement au coin du feu. Oui. Mais non, c'est une aventure très amicale aussi. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui nous ont aidés. C'est très émouvant en fait. Hein. C'est très émouvant. Voilà. J'ai l'impression en fait. D'avoir été l'étincelle et qui a un feu qui se propage et qui a un feu un joli feu. Ouais, exactement. D'ailleurs notre maison a brûlé au milieu de tout ça, donc c'était vraiment ça. Oui, vous le racontez aussi effectivement dans le livre. Est-ce qu'il y a un sujet vraiment que vous aimeriez aborder dont on n'a pas parlé, qui est important en fait à souligner pour ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui Ah oui, moi je crois que c'est le sujet de la confiance en fait. Et je pense que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas confiance au plus profond que si je faisais quelque chose qui était aligné avec ce que je suis, avec le ciel, avec la terre et avec les hommes qui y habitent et la nature, la confiance que quoi qu'il arrive, en fait, ça se passerait bien. Oui. Et même s'il y a des difficultés, d'accord, mais qu'on vaincra les difficultés ensemble. Et c'est cette confiance qui est indéfectible à l'intérieur de moi qui me fait bouger tous les jours et qui me fait parfois traverser des ravins d'angoisse, parce que c'est pas si simple tous les jours. Bien sûr, ouais. Mais vraiment, j'ai une confiance de base que c'est le bon chemin et que on avance. Au bon moment. C'est votre foi aussi qui vous porte. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes chrétienne, croyante, peut-être catholique. Catholique. Et je pense que c'est important peut-être aussi de pouvoir aussi oser affirmer aujourd'hui ces spiritualités. Tout à fait. D'autres spiritualités le font. Bien sûr. Et c'est vrai que parfois, en tant que chrétien, en tant que catholique, on a parfois du mal à le faire aussi dans notre culture et de dire qu'on a été porté par sa foi, bien sûr. Ça peut être aussi important. Tout à fait. Et comme je dis, mon prochain livre s'appellera Un miracle par jour. C'est assez impressionnant. Oui, ces miracles qui m'arrivent chaque jour, pratiquement, totalement imprévisibles, totalement extraordinaires, parce que arrivant pile poil au moment où il faut, etc., etc. Bon, souvent c'est des personnes, mais ça peut être aussi de l'argent, par exemple, qui tombe du ciel. On n'a jamais été le chercher, mais il y a un chèque énorme. Enfin, c'est vraiment, de reconnaître en fait qu'on n'est pas tout seul en fait dans cette histoire et reconnaître aussi pour moi en tout cas que quelqu'un devance en fait mais pas. Et pour moi c'est ça d'être chrétien, c'est d'avoir cette foi que je suis portée en fait pas à pas sur un chemin qui est plutôt une autoroute. Je suis plutôt dans une bagnole qui va hyper vite. C'est un Boeing. Voilà, c'est ça. Mais que voilà, ça va pas. Voilà, que ça va vraiment quelque part et que ça va vraiment quelque part au service des hommes. Et c'est ça que je voulais dire. C'est cette confiance en fait qui donne en fait cette notion de voilà, parce qu'on est au service, ça fonctionne en fait. Saint Augustin disait « aime et fais ce que tu veux », c'était ce que vous faites. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est l'amour de l'humanité qui me porte. J'adore cette humanité, j'adore cette terre, je suis profondément malheureuse de ce qui s'y passe et je veux juste donner ma pierre, je veux juste être, je fais ma part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi, je fais ma part de colibri sur cette terre pour qu'elle soit plus belle, plus juste et plus vraie. Voilà. Quelle magnifique conclusion. Lucile Cornet-Vernet, merci infiniment pour cette... Merci à vous. Merci. Pour cet entretien vraiment passionnant. Je donne le nom du site internet, c'est maison-artemisia.org, c'est bien cela ? Exactement.
Voilà. Est-ce que c'est toujours une forme associative aujourd'hui ? Toujours, et on a aussi une fondation qui est hébergée par la Fondation Caritas qui s'appelle la Fondation Terra Artemisia. Parfait, c'est très bien. Merci pour ces informations. Et puis évidemment, le livre Artemisia chez Actes Sud. Et puis un prochain avec une mise à jour et la suite des aventures. On veut absolument la suite. On veut savoir. Moi, je n'en ai pas dormi pendant 3 nuits, tellement j'étais accrochée à ce livre. C'est adorable. Donc Merci. voilà, propager cette bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi.